semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Info Hebdo, ce rendez-vous hebdomadaire qui vous décrypte l'actualité sociopolitique au Bénin. Cette semaine, des démissions ont été enregistrées au niveau des partis politiques, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin et Bloc républicain BR. Laquelle démission juxtaposée à celle enregistrée au lendemain de l'élection présidentielle ravive les débats au sujet de la transhumance politique et de l'égocentrisme outrancier de nos acteurs politiques. Nous en parlerons ce matin dans le décryptage de cette émission avec pour invité Georges Anagonou. Il est socio-anthropologue, acteur politique. Il sera face à Habib Arandessi, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire, membre de l'Union sociale libérale. Cette semaine également, faut-il le préciser, le lundi 21 juin 2021, une plainte a été déposée par les avocats de l'opposante Rekia Madougou, arrêtée le 3 mars dernier. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs et de terrorisme. Nous évoquerons également au cours de cette émission les conditions de détention de Joël Frédéric-Caïvor, dont la santé serait à mal. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on retrouve mes invités dans un court instant pour le décryptage. Le décryptage de ce jour se fera avec vous, Georges Anagonou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés et merci d'être pour la première fois sur Info Hebdo. Merci, c'est moi. Vous êtes face à Habib Arandessi. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être à nos côtés, Habib Arandessi. Vous êtes également acteur politique en partie. Depuis quelques jours, on note des démissions au sein de certaines formations politiques. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela selon vous? Merci pour la question. Je pense que pour quelqu'un qui est averti, c'est tout à fait normal. Quand vous avez des partis qui n'ont pas de réel fondement, des gens qui se mettent ensemble sans aucune conviction, sans être unis par une idéologie claire et bien ficelée, c'est tout à fait normal qu'on enregistre des démissions à un moment donné. Mais la réforme du système partisan a été effectuée pour bannir tous ces faits. La réforme du système partisan, c'est un échec. Et nous Pour vous, c'est un échec. C'est un échec. Nous l'avions annoncé lorsqu'on a commencé par dire il faut regrouper les partis, il faut avoir quelques partis politiques dans l'arène politique. Nous avons dit la seule chose qui peut réellement unir les partis politiques, les acteurs dans un même parti politique, c'est l'idéologie. Et tant qu'on n'arrive pas à agir sur cet élément, vous pouvez beau rassembler les gens, vous pouvez vous imposer parce que vous avez le pouvoir, à un moment donné, ça va se casser. Et vous êtes en train de remarquer avec moi. Et nous avons déjà connu ça. Dans ce pays, quand Kérékou était au pouvoir, nous avons connu UBF. Les gens se sont mis ensemble parce qu'il y a quelqu'un au pouvoir, ils se sont mis autour de lui. Nous avons connu FCVE sous Boni Yahi. Aujourd'hui, nous connaissons UP, nous connaissons BR. Dans quelques années, lorsque les gens vont voir le pouvoir, quitter le monsieur, ils vont commencer par courir dans tous les sens parce qu'ils ne sont pas là au nom de leur idéologie, ils ne sont pas ensemble parce qu'ils se reconnaissent à travers un même couloir idéologique. Ils sont là parce qu'un monsieur a le pouvoir et parce qu'il a le pouvoir, il a demandé qu'il y ait seulement 2 formations politiques autour de lui. Alors, ils sont obligés de se mettre, même ceux qui ne s'entendaient pas, ils sont obligés de se mettre ensemble. Ils sont obligés de se mettre ensemble. Alors, dites-nous, Georges Anagonou, Habib Arandessi, à travers cette émission, voit un échec de la réforme du système partisan. Est-ce que vous partagez cet avis avec lui? Au fait, les tests ne sont que ce que les hommes en font. Les tests, ils ne sont que ce que les hommes en font. Et donc, vous avez beau avoir de très jolis tests et tout. Si ceux que vous avez en face de vous ne sont pas engagés pour ces jolis tests, ils vont tout faire pour faire échouer les tests. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est la réforme qui a échoué? Je pense qu'il faut se poser une autre question. Est-ce que les Béninois sont entrés dans la réforme? Est-ce que les Béninois ont envie de se comporter tel que la réforme le dit? Parce que il faut se rappeler que... Est-ce que les acteurs politiques seraient antinomiques à eux-mêmes? Puisqu'on a entendu beaucoup d'acteurs politiques pendant longtemps faire des appels à de grands regroupements politiques et autres, mais... Dans les autres pays, les gens n'ont pas réfléchi peut-être 1000 fois, 10 fois, comme on le fait chez nous, avant de sortir la charte de parti politique, par exemple. Les gens n'ont pas eu autant de difficultés.
Et donc, ils n'ont pas cherché à mettre de verrous dans les tests. Vous estimez qu'il y a des verrous dans les tests? Et pourtant, oui, bien sûr, la réforme des partis politiques a des verrous. Et pourtant, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que si nous voyons ce qu'on faisait avant et qu'on veut faire de nouveaux tests, c'est qu'on doit y mettre des verrous pour que ce qu'on vivait ne se reprenne, ne recommence pas. Donc, dans les autres pays qui ont quand même suivi la démocratie avec nous et après nous, quel pays a 100 partis politiques? Quel pays a 200 partis politiques? Et donc, si ce n'est pas le cas, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Mais qu'est-ce qui va et donc, les êtres humains, les êtres humains, voyez-vous combien il faut être différent? Est-ce que vous auriez su que le Béninois, l'homme politique béninois aurait été aussi différent que l'homme politique togolais? Ou bien l'homme politique ivoirien? Mais qu'est-ce qui se passe chez nous pour que du jour au lendemain, des partis se créent? Rappelez-vous, quand la réforme du parti politique est arrivée, les gens, eh bien peut-être les amis de Habiba Handessi ont trouvé que le test était trop dur et c'est fait pour exclure les gens et tout. Mais encore aujourd'hui, les gens arrivent à se lever tout seuls pour aller créer un parti politique. C'est récent là, il y a pas longtemps. Il y a même des gens, ils sont allés aux élections présidentielles ensemble et quelqu'un a quitté pour aller créer un parti politique tout seul. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, ce qui pousse le Béninois à créer de partis politiques, c'est ça que nous devons aller chercher. Qu'est-ce qui amène les gens à se dire qu'il faut nécessairement que j'ai mon parti? Normalement, avec la réforme partisane qui est arrivée, il ne peut plus être parti de telle personne. Et quand vous regardez les deux blocs effectifs autour du chef de l'État, vous regardez BR, vous regardez UP, ce n'est le parti de personne. Ce n'est le parti de personne. Comme PSD était parti d'Amoussou Bruno avant. Ou bien comme PRD est parti de... Vous avez une question que j'ai bien envie de poser à Habiba Handessi. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que beaucoup d'acteurs politiques veulent avoir leur propre parti politique? Je voudrais revenir rapidement sur le fait que est-ce que dans un pays démocratique, est-ce que dans la sous-région ou bien dans le monde, est-ce qu'il y a des pays qui ont plus de 200 partis politiques? Bien sûr. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, le grand nombre de partis politiques ne gêne absolument en rien. Il y a quel pays, par exemple? Non, mais la France n'a pas de partis politiques. Non. Il y a des mouvements politiques. Non, s'il vous plaît. La France n'a pas de partis politiques. Sauf que les gens sont regroupés dans ce que nous appelons des blocs idéologiques. La droite, la gauche, tout ce que nous savons. Ouais. En marche de Macron, cette tendance politique n'est pas en réalité, ne se résume pas, n'est pas un bloc d'idéologie. Il y a la gauche, il y a la droite, et En Marche est impliqué dans ces blocs. Même aux États-Unis, nous n'avons pas de parti politique. Sauf que nous avons des tendances idéologiques, et c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Tant que les gens ne vont pas se regrouper au nom de leur idéologie. Est-ce que vous pensez que les acteurs politiques béninois sont prêts à respecter c'est une question d'éducation et ce n'est pas la réforme, ce n'est pas le fait d'imposer, regroupez-vous ensemble dans un parti politique qui va régler le problème. Écoutez, quand on a commencé par installer ce qu'ils ont appelé BR et UP, je ne les appelle pas des partis politiques parce qu'un parti politique a une certaine sensibilité, a un certain principe que aucun de ces partis ne respecte. Mais quand on a commencé par mettre en place ces choses-là, j'ai vu des gens qui étaient hier socialistes, des gens qui étaient hier républicains, des gens qui étaient hier démocratiques, qui se sont regroupés soit dans BR ensemble. Je me dis, qu'est-ce qu'un socialiste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un gauchiste va faire avec quelqu'un qui est de la droite dans un même parti politique? La réforme a échoué. Parce que quel que soit ce que vous allez faire, à un moment donné, ça va se casser. Pour vous dire quoi? Le Béninois, c'est au-delà de la réforme introduite du moins par Patrice Talon, c'est au-delà de ça. Nous avons un problème d'éducation. Lorsqu'il était socialiste, oui. Est-ce qu'il l'était par conviction ou parce qu'il vient adhérer juste par désir de plaire à X ou à Y? Non, quand quelqu'un décide d'être... Parce qu'on voyait comment les gens adhéraient au parti politique par le passé avant cette réforme partisan. Quand quelqu'un décide d'être PSD, il a décidé, c'est son choix. Nous ne pouvons pas lui dire, mais pourquoi tu es du Parti socialiste du président Amoussou Bruno, on ne peut pas lui dire ça. Mais ce qui est sûr, il s'est retrouvé dans un parti politique qui se réclame de la gauche, oui ou non? Mais quand on fait une réforme
et que des gens qui se retrouvaient de la gauche se retrouvent subitement dans le même parti politique. Vous n'allez pas trouver ça dans le monde entier. Hein. Des gens sont stricts sur les principes idéologiques. Mais pourquoi chez nous, on n'est pas strict dessus? Écoutez, le réel problème, je l'ai dit, c'est la question d'idéologie. Maintenant, qu'est-ce qui pousse chaque Béninois à vouloir créer son parti politique? C'est ce que nous appelons les intérêts égoïstes et individuels. Nous sommes dans un pays, malheureusement, qui chacun veut être, en tout cas, chacun veut s'exprimer à travers c'est-à-dire un parti politique, un mouvement politique. Chacun veut aller négocier. En quelque sorte, Anagounou, c'est du marchandage. Chacun veut aller négocier au nom de son parti politique. Et moi, écoutez, j'ai suivi le dernier remaniement du président de la République et les dernières nominations. Et c'est là que j'ai vu, les gens vont continuer à créer leur parti politique. Ils vont continuer à le faire. Si on me dit que tel préfet de Moël Bénin, tel ministre de PRD, tel individu nommé récemment vient de UDBN. Moi, j'irai créer mon parti politique et aller négocier avec le pouvoir. C'est ça malheureusement. Est-ce que vous pensez que c'est la raison? Vous savez, je pense que la génération de Habib est une génération qui est très vite entrée dans les choses parce que nous, on a dû faire des écoles, on a dû faire des apprentissages, on nous a fait croire qu'on veut faire. Et encore, surtout à l'université, nous étions encadrés, mais nous étions construits quelque chose. Et nous avons pris le temps de comprendre les choses. Habib, ce que je disais, c'est ceci. C'est-à-dire que lorsque vous voyez l'âge de la démocratie béninoise, ne comparez pas ça aux démocraties traditionnelles. Et c'est même en faisant cette comparaison-là que nous trouvons que nous en avons de trop. Parce que les deux grands blocs, même le libéralisme tout pur, le libéralisme dur a fait faillite à un moment donné. D'accord? Et a encore besoin, on a dû faire appel encore au dirigisme parce qu'on a trouvé que l'État ne peut pas être complètement absent de la vie sociale, de la vie économique des pays. Donc, lorsque vous avez évoqué tout ce que vous dites, la France n'est pas un parti, oui, c'est vrai. On a la gauche, l'ultra-gauche, d'accord? Et les insoumis, d'accord? Vous avez centre-gauche, vous avez centre-droite, vous avez l'extrême droite, Les Pen, d'accord? Et vous avez la droite gaulliste. Mais regardez ceux qui sont dans la droite gaulliste. Quand c'est venu avec Fillon, chacun n'est pas sorti pour aller créer un parti politique. Hein. Aujourd'hui, Xavier Bertrand veut aller aux élections présidentielles. Et il annonce clairement, il a annoncé déjà plusieurs fois, d'accord? Mais il n'a pas créé un parti politique pour ça. Il est resté gaulliste, d'accord? Et il dit, moi, je pense que je suis le mieux placé. Et il dit, c'est vrai, il dit, je ne veux pas les primaires, je veux aller aux élections. Voyez-vous ce que je veux dire? Lorsque vous vous sentez, là où je peux être d'accord avec vous par rapport à l'appartenance idéologique, de dire est-ce que nous sommes de droite, est-ce que nous sommes de gauche, les deux blocs n'ont pas tellement résisté à l'érosion et ça fait qu'aujourd'hui, ça se multiplie. Comme je voulais vous dire, centre-gauche, centre-extrême gauche, gauche socialiste, gauche même gauche vert, gauche vert. Donc, c'est pour dire quoi? Ce que nous avons, nous pouvons reconnaître honnêtement qu'en 30 ans de démocratie, nous avons plus de 300... C'est un record. C'est un record dans le monde. D'accord? Et c'est ça qui a fait que j'ai dit, il faut aller poser la question. Et vous êtes venu tout à l'heure pour dire, lorsqu'on nomme tel ministre, on dit qu'il est de tel groupe. On nomme tel ministre, on dit tel... Oui. Vous avez vu, En Marche est venu, comme vous avez dit tout à l'heure, avec le désamour qui a été créé autour de la droite et autour de la gauche. En Marche est rentré dedans. Mais l'âme politique n'existe pas encore chez En Marche. Et vous avez vu les élections passées, En Marche est laminé. Un parti qui est au pouvoir, un parti qui a le pouvoir, qui a la majorité absolue au Parlement, mais qui aux élections régionales n'a pas pu se maintenir quelque part. Se maintenir, c'est avoir autour de 10% pour se maintenir au second tour. Mais ils n'ont pas pu se maintenir quelque part. Donc ce parti-là, se lever et créer parti politique, comme Macron l'a fait. Au fait, c'était pas parti, c'était peut-être un mouvement politique. C'était une aspiration qui est partie. Donc, nous devons reconnaître... Qu'est-ce qui amène nos acteurs politiques à vouloir créer chacun un parti politique? Qu'est-ce qui les pousse à avoir ce désir irrésistible? Ouais, ne me demandez pas de
Vous êtes acteur politique également. Peut-être Oui, que non, vous mais avez des envies de créer un parti je politique. suis acteur politique, mais ne me demandez pas de faire le cours de sociologie politique tout de suite. Non, mais même pas le cours de sociologie entièrement, parce que nous parlons de l'homme qui se lève et qui pense qu'il faut créer un parti politique. Vous pouvez vous demander pourquoi, par exemple, sur le campus, c'est vrai, vous en êtes à 3 aujourd'hui, et ils en sont à 3 aujourd'hui, c'est ça. Nous, on était dans BEF. Quelqu'un nous a créé le problème, il est allé créer une œuvre. Ça continue là. Quand vous êtes quelque chose, quelque part, dès le début, ça vous suit. Ça suit quelqu'un apparemment. D'accord? Mais il n'y a pas ce mouvement étudiant. Parce qu'on trouve que le mouvement étudiant, c'est juste pour aller revendiquer. C'est ça, hein? C'est pas pour se faire nommer ministre. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi moi j'ai dit que le fait, par exemple, que le chef de l'État ait maintenu Abimbola au gouvernement, c'est un signal. C'est un signal pour moi qui dit, vous pouvez ne pas créer de parti politique. D'ailleurs, la plupart des ministres qui sont autour du président Talon aujourd'hui n'étaient pas de parti politique quand le président Talon est venu. Ils n'étaient pas membres de parti politique. Ils sont devenus membres de parti politique parce que quand les deux blocs ont été créés, ou bien le mouvement a été créé, il fallait que chaque ministre s'appuie un mouvement donné. D'accord? Donc, la question reste entière, en fait. Au Bénin, je veux dire. Et moi-même, je cherche. Et j'invite les sociologues, les gens des sciences humaines à vraiment chercher qu'est-ce qui fait que... C'est là où on peut trouver la solution. Qu'est-ce qui fait que chaque Béninois, par exemple, j'allais finir. Vous êtes membre du USL. Mais en même temps, vous êtes président d'un autre mouvement. Je suis président d'honneur. Voilà. Et peut-être... C'est un mouvement et non un parti politique. C'est un mouvement qui est un parti politique. Est-ce que vous pouvez vous être demandé qu'est-ce qui vous a amené à déjà créer de multiplication d'appartenance à ce niveau-là déjà? Non, mais écoutez, je pense que l'USL a un parti récent. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit je ne suis pas de l'opposition. Je ne me suis pas opposé à Patrice Talon ou à sa gestion parce que j'étais membre de l'USL ou bien proche d'un acteur politique. Okay. J'ai annoncé mon désaccord face à la gestion, face à certaines décisions du pouvoir, avant même que l'USL ne soit créé, avant même que les FCBE ne se déclarent de l'opposition. Donc le MSR, dont je suis le président, j'ai été ancien président, aujourd'hui il y a un nouveau président, c'est un mouvement qui existe avant le parti politique. Et comme ce parti politique... Vous avez été dirigeant de mouvement étudiant aussi? J'ai été dirigeant de mouvement étudiant. Voilà, okay. Donc, dans cette émission, qu'est-ce qui pousse les acteurs politiques pour vous dire quoi? Le fait que des acteurs politiques, mon aîné est un sociologue, le fait que les acteurs politiques créent leur parti politique n'est pas un problème. Quand nous prenons ça comme un problème, c'est comme si nous allons... Est-ce que vous n'y voyez pas une quête de se faire voir sur la scène politique, une quête de vouloir marchander son aura politique? L'essence même de la création d'un parti politique n'est pas en réalité de se faire voir. Nous pouvons analyser les conséquences, les comportements sur le terrain. Mais quand un individu, un citoyen, dans un cadre, dans un contexte démocratique se lève, va voir X ou Y pour dire, voilà comment moi je pense les choses. Voilà comment je pense les choses. Et lui dit, écoute, je pense la même chose que toi, je vois les choses de la même manière que toi. Alors, ok, mettons-nous ensemble, élaborons notre projet de société, allons convaincre les citoyens de voter pour nous. En soi, ce n'est pas un problème. Ça montre d'ailleurs que la démocratie, notre démocratie vit. Chaque citoyen est libre. C'est comme quand j'étais à l'université il y a 3 ans comme ça, j'étais dans un combat parce que moi, je suis dans aucune organisation estudiantine, ni de la FNEM, ni de l'UNEM, ni de l'UNICEF. Parce que très tôt, j'ai compris qu'il y avait une guerre entre les 3 organisations. Donc, j'ai joué le lien entre les 3. De telle enseigne que même le recteur, tous ceux-là ne savaient pas, est-ce qu'il est fédéré, est-ce qu'il est de l'UNICEF ou bien il est de l'UNEM. Je faisais l'unanimité au niveau des étudiants, au niveau de l'opinion estudiantine. Mais quelqu'un m'a dit un jour, un professeur, je tais son nom, il m'a dit, mais Habib, avec la fougue que tu as, avec cette manière que tu as pour convaincre les étudiants, tu peux créer une organisation. J'ai dit, mais il y a déjà l'UNICEF, il y a déjà la FNEB, il y a déjà l'UNEP. Il me dit, non, mais tu es libre même de créer ton organisation avec 10 étudiants.
Personne ne peut aller contre. C'est la démocratie qui te donne ce droit. Pour dire quoi? Nous sommes en démocratie et chacun peut créer son parti politique. Ça crée une pagaille. Si chaque 11 étudiants doivent avoir une... Ça ne crée pas la pagaille en soi. Soit nous voulons être en démocratie, soit nous voulons quitter. Si on empêche quelqu'un même de créer un mouvement ou bien un parti politique, on va contre ses libertés, on va contre ses intérêts. Mais là où il faut agir, et c'est là le rôle des sociologues. Bon, je suis sociologue aussi de formation, donc je ne dirais pas c'est là le rôle des sociologues. Je dirais c'est une responsabilité des sociologues de pouvoir expliquer le contexte et de pouvoir situer les réformes ou bien orienter les réformes pour qu'un individu ne se lève pas pour dire je rêve d'avoir 3 partis politiques au Bénin, donc j'impose une réforme. Ça ne marchera pas tant que les gens n'intègrent pas. Donc, il faut voir en réalité l'éducation à la base. Et là, mon aîné disait tout à l'heure que nous sommes rentrés très vite dans les choses. La seule manière en réalité pour régler ce problème, c'est d'éduquer les enfants dès le bas âge à la chose politique. Il faut les éduquer. Non, c'est pourquoi je disais que tout à l'heure. Oui, Tout à si l'heure. des gens... Nous n'avons pas eu le temps de vous passer comme il faut la même peut-être. En réalité, Tout à l'heure. si Tout à par l'heure, exemple, si- quelqu'un, oui, s'il vous plaît, oui. si par exemple quelqu'un se lève parce qu'il a eu le doctorat ou bien il a fini l'université, parce qu'il est riche, subitement il dit, bon, j'ai le désir d'être acteur politique. Et depuis le collège ou bien depuis cours primaire, il ne sait rien de la gestion publique, il ne connaît rien, il n'a jamais été responsable, il n'a jamais été d'un parti politique, il n'a pas été éduqué. Parce qu'un parti politique, c'est toute une éducation. Il n'a jamais été éduqué dans un parti politique. Il se lève parce qu'il a l'argent, il devient acteur politique. Là, il n'incarne aucune idéologie. Il n'incarne aucune idéologie. Ouais. Tout à l'heure, Georges Nagounou, vous avez fustigé en fait que on a appelé de tous les vœux la réforme du partisan pour permettre à ce que désormais ils puissent avoir de grands ensembles sur le territoire national. Mais vous avez déparlé tout à l'heure qu'il y a encore, malgré les différents verrous qui sont dans la réforme du partisan, des acteurs qui ont des partis politiques unifiés. Je peux dire en d'autres termes personnalisés en quelque sorte, puisqu'on a des partis politiques qu'on retrouve à travers une personne, mais qui n'ont pas, en toute honnêteté et en toute sincérité, une véritable assise sur le plan national. Oui, Est-ce qu'à travers cela, on peut dire qu'il y a peut-être un échec de la réforme partisan? Non, c'est ce que j'ai dit. Je disais que le Béninois est cet homme-là, lorsque vous donnez les thèses, rien que les thèses, il vous montre qu'il a les moyens, lui, de contourner les thèses. Ou qu'il a les moyens de faire mentir les thèses. C'est pourquoi j'ai fait des développements sur certains plateaux et des gens qui ne m'ont jamais appelé, on commence à m'appeler pour dire maintenant tu es avec nous. C'est pas la question. Je ne dis pas que la réforme en elle-même a échoué, mais je dis les hommes politiques béninois veulent faire bégayer la réforme partisane. D'accord? Puisque nous savions que, Habib, vous avez dit, ce n'est pas la multiplicité des partis politiques qui a un problème en elle-même. Non, c'est vrai. C'est faux. C'est un problème. Vous savez, lorsque vous avez 10 enfants, vous n'avez que 10 enfants. Vous savez les gérer. Ou bien. Mais lorsque vous en faites 100, est-ce que vous n'arrivez même plus à les reconnaître? Vous n'arrivez même plus à les reconnaître. C'est ce que ça fait l'abondance. C'est vrai que l'abondance du bien n'ennuie pas. Encore que créer un parti politique, est-ce que c'est un bien? Et j'allais vous poser la question de savoir, qu'est-ce que vous pensez de ce que Jacques Chirac a dit par rapport à la démocratie en Afrique? Est-ce que, il y a très longtemps, quelqu'un avait dit, tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. On pensait à la maturité de l'homme africain, qui, lorsque, disons béninois, je suis sociologue, donc du coup, de l'homme béninois, qui, le jour où on a dit, eh bien, la démocratie est arrivée, il s'est tout permis. J'ai souvent dit ça que l'euphorie qui nous a sortis de 90, à la sortie de la conférence de 90, l'euphorie qui est entrée dans les gens a fait qu'on a extraverti ce qu'on appelle démocratie. On s'est permis beaucoup de choses sans se soucier de ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est ça qui explique le fait qu'il y a une multiplicité de partis politiques dans notre pays. Sinon, à la sortie, tout de suite, de la conférence nationale, on a vu les tendances. On a vu les tendances déjà. On a vu, par exemple, tendance extrême de social-démocratie, mais on a vu la tendance de PRD. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, cette tendance-là était claire. Si ce n'est pas quand, effectivement, le président Soglo était là, a pensé à la création de l'AEB, pour lui, sinon il n'avait pas de parti politique, a pensé à la création de l'AEB, et d'autres disent ne sont pas d'accord. Et c'est parti de là. On a commencé par en avoir tous les jours.
lorsque c'est beaucoup comme ça, la gestion devient difficile. Et là, vous avez évoqué le cas de... Vous avez évoqué le cas de président Kérékou, mais le président Yahi Bounoussa a été tiraillé à cause de cette multiplicité de partis politiques. Et si vous ne faites pas attention à un moment donné, ça crée l'inaction au sein de la classe politique. Ça empêche le président de la République. Parce que tel parti le tiraille de l'autre côté, tel parti le tiraille de l'autre côté, le juge va dire, je vais faire une réunion et je vais rassembler tous les partis politiques, eh bien, la salle du peuple du palais serait remplie. Mais quand vous êtes comme ça, quand c'est beaucoup comme ça, on se dit que ce n'est pas du sérieux. C'est du commun des hommes. C'est pourquoi je trouve que la multiplicité du parti politique, contrairement à ce que vous dites, des partis politiques, contrairement à ce que vous dites, moi je dis que ça crée l'inertie de l'action politique dans notre pays et qu'il était nécessaire que nous sommes forts. Quand est-ce que nous sommes forts? Nous sommes forts lorsque nous sommes unis. Donc les partis, pour être forts, doivent être dans les grands ensembles. Si, malgré la réforme partisane, des dérives commencent, comme moi j'ai dit, heureusement qu'on en est encore là. Celui qui a fait sa réforme, il est encore là. Il a encore peut-être encore la majorité qu'il faut. Il faut repenser la chose. Il faut encore faire la relecture du texte. Et nous devons aller d'essai en essai. Nous allons finalement trouver le bon filou qu'il faut pour que la démocratie soit une réelle démocratie. C'est-à-dire la démocratie dans le pays des hommes matures, qui ne se lèvent pas pour dire, pour que je puisse être ministre ou bien pour que je puisse être DG, il faut que je puisse créer un parti politique. Ça ne doit pas être. Et c'est pour ça que je vous donnais l'exemple de... Oui, c'est pourquoi je vous donnais l'exemple de Abimbola maintenu au gouvernement, c'est dit que et le chef de l'État tient compte de la compétence et non de l'appartenance à un parti politique. À cette réforme du système partisan à Bibarandessi, on peut lire que lorsque un parti politique n'a pas eu à participer à un certain nombre d'élections successives, ça veut dire que ce parti politique perd son statut juridique, et ça dit que les jours à venir, le ministère de l'Intérieur a du pain sur la planche. Bien sûr. C'est vrai, on peut créer, on peut avoir l'existence juridique, mais lorsque vous n'arrivez pas quand même à remplir les conditions ça participer 2 fois aux élections, que vous n'arrivez pas à obtenir certains quotas exigés, vous perdez votre statut juridique. Oui, ben, vous savez, la réforme du système partisan, elle est réduite à la personne du président de la République, Patrice Talon. Je répète. Pourquoi vous dites ça? La réforme du système. vous pose une question. Oui, La réforme du système partisan est réduite à la personne du président de la République. Le jour, écrivez ça quelque part, le jour que le président, même à 2 ans de la fin de son mandat, vous n'avez encore rien vu. Tout ce que nous appelons BR, tout ça là, ça va disparaître. Pourquoi? Parce que les gens sont obligés de rentrer dans les partis politiques, ce que vous appelez grand ensemble. Il n'y a pas encore de grand ensemble. C'est depuis le bas âge. La vraie réforme a introduit dans notre arène politique, c'est d'apprendre aux enfants, en réalité, comme un cours, même depuis le bas âge, ce qu'on appelle politique et ce qu'on appelle coloration idéologique. Moi, quand j'ai voulu intégrer un parti politique avec mon mouvement, on a fait un débat au sein du mouvement. Les gens ont dit allons à ER et restaurer l'espoir. Les gens ont dit allons à tel endroit. J'ai dit bon les gars, nous sommes quoi? Nous répondons au nom de quelle idéologie? Alors, quand vous prenez les statuts, les tests, qui sont ceux-là en réalité? Quel est ce parti politique qui a un peu de ramification idéologique avec nous? Ne voyons pas les hommes. Nous ne sommes pas basés sur les hommes, nous sommes basés sur un certain nombre de principes. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce principe, ça c'est autre chose. Pour vous dire quoi? Lorsque nous allons franchir l'étape, c'est pourquoi vous avez dit tout à l'heure, heureusement que celui qui a introduit la réforme, vous l'avez dit. Quand je disais tout à l'heure que cette réforme, elle est réduite à Patrice Talon, vous-même, vous l'avez dit avant moi. Vous avez dit, heureusement que celui qui a introduit sa réforme... Oui, je parle en tant que régime, en fait. Oui, celui qui a introduit sa réforme vit encore. Donc, il est encore au pouvoir. Au pouvoir. Donc, il va continuer à améliorer. Oui. Justement, lorsqu'on parle d'amélioration... Tant que la classe politique ne va pas intégrer, lorsqu'il va partir, ça va tomber. Est-ce que vous trouvez utile, pour qu'on puisse clore ce débat, est-ce que vous trouvez utile de relire la loi portant charge des partis politiques? Est-ce qu'il ne faut pas laisser le ministère de l'Intérieur faire le travail, c'est-à-dire que vérifier les partis politiques qui n'ont pas pu participer à des élections durant un certain nombre de temps et quand même procéder à leur inaction?
Ça veut les rendre Vous inactifs savez, en quelque sorte. les tests qui régissent. Et aujourd'hui, l'évolution de la société avec la révolution technologique et tout, elle va très vite, l'évolution de la société. Or, les tests sont là pourquoi? Pour réduire le comportement de l'homme. Mais si le comportement de l'homme évolue très vite, les tests aussi sont obligés d'évoluer très vite. Donc, relis les tests que nous venons de donner il y a 3 ans, 4 ans, ce n'est pas un problème pour moi. Moi, ce n'est pas du tout un problème. Je pense que s'il est nécessaire de relire la réforme du système partisan, il faut la relire. Il faut la relire pour que l'objectif que nous voulons, que nous sommes fixés, nous puissions atteindre cet objectif-là nécessairement. Mais vous avez rappelé quelque chose tout à l'heure dans la réforme et qui fait que je peux encore me calmer. Si le ministère de l'Intérieur veut commencer par appliquer, non, doit appliquer, et ça doit être le cas d'ailleurs, la réforme partisane, elle a prévu que lorsque vous restez inactif, c'est-à-dire lorsque vous ne réussissez pas à participer à des élections pendant un certain nombre d'années, eh bien, votre parti va cesser d'exister juridiquement. Vous pouvez aller faire mouvement, tout ce que vous voulez. C'est normal. Et heureusement, d'ailleurs, que ça arrive. Et ce que nous attendons peut-être pour que les gens puissent encore se ressaisir un peu, c'est que le ministère de l'Intérieur puisse se saisir rapidement de ce chapitre-là et commence par appliquer. Et parce que si on vous dit, vous connaissez le nombre de partis politiques qu'il y a au Bénin aujourd'hui, il paraît qu'on en est déjà à 15. On en est déjà à 15 depuis la réforme partisane. Ça monte progressivement. Oui, oui, on en est déjà à 15. Ça monte. Nous en sommes déjà à 15. Sur les 15, on en a à peine 5 qui sont véritablement actifs. Oui, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Les 8 qui ont reçu leur récépissé au lendemain de la création, de la mise en œuvre du système partisan, ces 8-là, je pense que ça doit être déjà à la limite de pouvoir les exclure. Hein. Parce que le système partisan a quoi, 3 ans, non? Quelque chose comme ça. Disons 3 ans, ou bien nous sommes en train d'avoir 3 ans. Et ces partis, les 8 là, vous connaissez leur nom? Merci. Si vous les connaissez, on ne pose pas de questions journalistes. Est-ce que tu les connais? Georges, donc ceux-là, on s'approche déjà vers les sessions. Par contre, vous avez introduit cette émission par ce qui s'est passé à l'UDBN, ce qui s'est passé à Moël Bénin. Et c'est passé, on reviendra là-dessus. Moël et BR. Moël et BR. Il y a eu des démissions. On doit revenir là-dessus. Non, pour ce que sérieusement, hein, pour ce que nous avons lu dans la presse, les événements au sein de Moël Bénin, par exemple, ont été très successifs. Et ça peut prêter à quelque chose parce que j'ai vu un courrier qui est venu dire mauvaise gestion aux pattes des ressources humaines, gestion des ressources financières et tout. Et donc, mais c'est venu à quand? C'est venu jusqu'au moment où on a fini de suspendre 2 éléments. Ça la suit. 2 éléments qui n'étaient pas des moindres. Oui, voilà. Et qui? Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, non. Parmi les 2 qui sont partis, il y en a un qui est venu avec celui qui vient de démissionner. Non, je voudrais que les hommes politiques aussi soient sérieux, vraiment sincères envers eux-mêmes. Et ça, effectivement, ça peut donner raison à Habib de la manière dont les gens vont dans les partis politiques, de la manière dont les gens... Vous savez, lorsque vous êtes dans un parti politique et que c'est les intérêts, je vais être nommé directeur, je vais être nommé ministre, qui pourquoi l'autre et pourquoi pas vous pousse à aller dans un parti politique, pourquoi l'autre, pourquoi pas moi? Lorsqu'il y a déception, c'est que votre raison d'être dans du parti politique n'existe plus. Alors, vous comprenez ce que je dis? Donc, je ne voudrais pas... Sur Moël et BR, la démission? Ce n'est pas... Je ne sais même pas pourquoi on prend ça comme un événement, puisque avant même, avant cette période, il y a eu des démissions. J'ai vu des gens qui, à la veille des élections, sont partis du BR pour se rallier à UP. Il y a un exemple terre à terre, le DG actuel de Sogema. Il était BR, je pense bien. Il a quitté, ou bien il était UP, il a quitté UP pour BR. Et ça n'a gêné personne, ça n'a choqué personne. Quelqu'un qui quitte la gauche pour la droite, vice-versa. Donc, c'est une mutation? Non, qu'est-ce que vous appelez une mutation? Ça pose le problème, toujours le problème d'idéologie. On n'a même pas... J'ai dit il y a de cela 1 an, 2 ans, quand on a commencé cette histoire, qu'on n'a même pas besoin d'imposer aux gens ça en réalité, de rentrer dans les grands blocs ou bien dans les grands ensembles. Moi, j'ai dit, je ne peux jamais quitter USL comme parti politique, même si juridiquement, ce parti n'existe pas, pour aller dans BR. J'irai faire quoi là-bas?
Il y a pas de... Je ne vois pas les choses de la même manière que... Donc, qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Je ne peux pas parce que j'ai été moulé en tout cas, dans cet esprit-là. J'ai été moulé dans cette manière de voir les choses. Ce n'est pas de l'idéologie. Et c'est ce qu'on doit faire depuis le bas âge. Quand on va régler ce problème, nous allons régler tout le problème que nous avons. Le problème de la classe politique. Parce qu'une classe politique où les gens n'ont pas d'idéologie, les gens ne sont pas des exemples. Les gens peuvent prendre le bien public comme ils veulent, ils peuvent, en tant que ministre, ils peuvent voler comme ils veulent. Mais tant qu'on ne va pas régler le problème d'idéologie, on aura toujours ça. Parce que quand vous avez une idéologie, quand vous êtes accroché à une certaine valeur, vous ne commettez pas certains actes. Je reste avec vous, Habib Arandé. Pour dire quoi? BR et UP, nous ne sommes Moël, Bénin, tout ça, nous ne sommes qu'au début, encore que Moël. Quand on dit Moël, mon aîné disait tout à l'heure que le système, la réforme du système partisan, c'était pour qu'on n'appelle plus des partis politiques par le nom d'un individu. Mais Moël Bénin, c'est pour qui? On connaît. Quand on dit Moël, on sait que c'est de tel. Quand on dit. Non, pas s'il en est président. Mais quand on dit UDBN, non, c'est tel. Quand on dit PRD, c'est tel. Même UP et BR, on sait qui est le PRD n'a pas été fondé par le président. Le lien. On sait qui est le lien. Merci à vous, Habib Arandé. Je reste avec vous pour aborder le sujet suivant. Comme je le disais en entame de cette émission, cette semaine, le lundi dernier, les avocats de Rekia Madougou ont porté plainte contre l'État. Ils ont déposé une plainte. Dites-nous, est-ce que cela est utile dans la procédure actuelle? Moi, je dirais enfin. Enfin, des gens ont le courage de faire un pas dans ce dossier. Vous savez, quel que soit, disons-nous la vérité, restons dans la réalité, restons dans ce qui est. On ne peut pas traiter Rekia Madougou, je l'ai dit sur ce plateau, de cette manière. Nous sommes tous citoyens, nous sommes égaux. Mais il y a des sensibilités. C'est comme ce qu'on a fait à Boni-Yaye, on l'a enfermé dans sa maison pendant 52 jours. Ça ne se fait pas. Le projet Joël Aïvor, on va en revenir. On ne peut pas, c'est-à-dire se permettre le luxe de les traiter de cette manière. Parce que nous sommes dans un cadre purement politique. On n'est pas dans le droit commun, comme on le dit. Nous sommes dans un cadre purement politique. Et ceux dont nous parlons ont servi d'une manière ce peuple. Et ils ne sont pas allés voler le peuple. Nous sommes dans un cadre politique, un cadre précis, où ils ont été arrêtés. On les enferme dans des cellules, d'abord des cellules de tout le monde. On les met dans des conditions pas possible. Nous, on a été dans ces conditions et nous, on a dit, quand je suis sorti, j'ai dit, on ne peut pas traiter des opposants ou bien des détenus politiques de cette manière. Ça va d'abord contre les droits humains, ça va contre les droits de l'homme et c'est une forme d'humiliation. Et les avocats qui ont décidé de porter plainte, c'est vrai, devant quel cour, devant quelle justice? On va se poser cette question. C'est pourquoi vous dites que est-ce que c'est utile? Parce que vous connaissez déjà l'issue. Ça ne va pas. Oui, mais il y a une procédure en cours. Au Bénin, j'ai porté une affaire devant la Cour constitutionnelle de notre pays par rapport à la mort du camarade Théophile Diarro. Beaucoup m'ont appelé pour me dire, mais Habib, mais pourquoi? Pour avoir quel résultat? Mais je l'ai fait en réalité pour incriminer encore une fois le pouvoir, pour montrer une fois que notre justice est aux ordres. Pour vous dire quoi? Vous dites que si c'est utile parce que nous avons une justice au Bénin qui ne répond pas encore aux aspirations du peuple, qui n'est pas encore... Non, c'est ce que moi, quand on pose ça, si on était dans un contexte où la justice était libre, on allait rendre justice en même temps à la dame, pas dans ce dossier précis, mais on allait améliorer, ne serait-ce que ses conditions de détention. On allait la garder comme une vraie citoyenne, une vraie détenue qui a des droits et qui a droit à un certain nombre de choses. Georges Anagounou. Donc ce n'est pas inutile la plainte de ces avocats. Nous avons, moi je l'ai toujours dit, nous avons un objectif précis. Et c'est ça que le chef de l'État a dit dans son discours pour dire plus de démocratie. C'est ça. Il dit au cours de ce mandat, liberté, démocratie, bonne gouvernance. C'est bien sûr ça. Si nous avons pris cet engagement-là, c'est parce que nous avons pensé que quelque part, on a des progrès à faire dans le domaine. Et lorsque nous sommes engagés là-dessus,
Au début, quand on a arrêté Ricard Mandougou et après Joël Aïvo, j'ai dit, ce ne sont pas des prisonniers comme les autres. Je me suis retrouvé sur un plateau qui a dit, non, mais le petit voleur, tout. J'ai dit, non, vous n'avez pas compris. La société, elle est ainsi faite. Il y a ce qu'on appelle la stratification sociale. Il le sait très bien. On ne traite pas tout le monde de la même manière dans la société. Ce n'est pas possible. Les rois sont rois. Les rois sont rois. Les sujets sont sujets. Le monde a été... Jean Agounou, est-ce que le mobile de leur interpellation... Non, je veux ne peut pas influer sur ce statut que vous revendiquez. Est-ce que le mobile... Pour nous permettre de faire face à ce que le chef de l'État appelait plus de démocratie, il y a de petits problèmes qu'on doit régler très rapidement. J'ai dit, vous ne mettez pas Ricard Mandougou dans une prison et vous allez vous croiser les bras et vous dites, elle est déjà là. Vous ne mettez pas Joël Aïvo dans une prison, vous dites, croisez pour dire, il est déjà là. Non. J'ai dit, si on ne fait pas attention, ils deviennent des prisonniers encombrants. Si on ne fait pas attention. Et j'ai dit, si j'étais à la place des juges, j'irais très vite. Très vite. Parce que lorsque le jugement va tomber et qu'on va dire, tel est coupable, tel n'est pas coupable, eh bien, tout le monde peut se calmer. Mais si le jugement ne tombe pas et qu'on est là, c'est vrai, la justice a toujours son temps. Mais si la justice ne doit pas se prendre autrement, dans des dossiers autrement, nous allons dire autre chose. Ce sont des prisonniers que le chef de l'État même l'a dit, pour dire dans un pays, comme si on commence par jeter des hommes politiques en prison, que ça doit attirer l'attention des autres. C'est pourquoi les États-Unis, la France, ils sont en train de nous regarder. Si c'est ça, allons-y vite par rapport au traitement de leur dossier pour que justice soit faite. On puisse savoir. Parce qu'en fin de compte, Joël Aïvo, c'est un transmetteur de connaissances. C'est un transmetteur de connaissances. Et lorsque Joël Aïvo va en prison, c'est des milliers d'étudiants, des milliers des jeunes Africains qui manquent la connaissance qu'il doit leur transmettre. C'est aussi ça l'important de quelqu'un dans la société. Il sait tout faire. C'est comme vous prenez Joseph Diogbenou. D'accord? Il a tout fait pour amasser, pour rassembler la connaissance qu'il faut. Et cette connaissance-là ne peut être utile que lorsque elle sera transmise à ceux qui nous suivent, à la génération montante. Donc, des gens comme ça, il faut aller vite. Il faut que, moi, je veux vivement que la justice fasse son travail, comme vous l'avez dit. La procédure puisse aller, enfin. Et c'est pour ça, je disais que c'est des prisonniers encombrants, parce que si la santé de Joël Aïvo fait pep, on va crier l'État béninois. Justement, il y a eu des informations sur l'état de santé de Joël Frédéric Aïvo. Eh bien, on laisse, on connaît quand même très proche des acteurs de l'opposition au régime du président Patrice Talon. Est-ce que vous avez été rendre visite à Joël Aïvo en prison? Est-ce que vous avez tenté de voir également Ricard Mandougou en prison? Si oui, dites-nous, qu'est-ce qui en a été? Je pense que, bon, au moins sur ce point, mon aîné et moi, nous nous sommes mis d'accord. Ces prisonniers sont des prisonniers sensibles. Mais j'ai dit encombrant. Bon, sensible. On comprend sensible. Figurez-vous que les règles, les droits basiques d'un détenu sont violés. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rendre visite à Joël Aïvo. Vous ne pouvez pas rendre visite à Ricard Mandougou. Il n'y a qu'un seul membre de sa famille qui peut lui apporter des repas, tout ça là. Et c'est en prison, le président Joël Aïvo a contracté encore Covid-19 parce que, je ne sais pas si vous avez l'information, ils sont gardés en cellule depuis le jour de leur arrestation. Vous savez, pour avoir fait la prison, quand vous enfermez en cellule, la cellule, c'est une prison dans la prison. La cellule, c'est d'abord, la prison est là. Mais dans cette prison, il y a encore une autre prison qu'on appelle cellule. Et la cellule dans laquelle moi j'ai été enfermé pendant 8 jours, j'ai fait même des crises, et c'est un petit truc. Vous ne pouvez même pas respirer correctement dedans. C'est une forme de torture. Donc, ces gens-là sont en cellule depuis le jour de leur arrestation, vous imaginez. Et il n'est pas seul dans sa cellule. Ils sont une dizaine dans la même cellule. Selon les informations qui vous sont rapportées. Et quand c'est comme ça, selon les informations qui vous sont rapportées. Je connais la prison civile de Cotonou pour avoir vécu pendant plus de 6 mois. Je connais les 4 coins de cette prison et je connais les différentes cellules. Et je me dis, si on enferme 3 personnes même dans une cellule, c'est déjà un problème.
Parce que c'est là où vous faites vos besoins, c'est là où vous faites presque tout. Un professeur d'université ou bien ancienne ministre de la Justice, comme Rekiat Madougou, je me demande comment ils peuvent arriver à supporter ces conditions. C'est tout à fait normal. Ce n'est même pas étonnant quand on entend que leur santé, eh bien, leur santé, la santé du professeur Joël Aïvo ou bien la santé de Rekiat Madougou a pris un coup. C'est normal. Et si jamais, je l'ai dit ici sur ce plateau, si jamais quelque chose arrivait de façon sérieuse, pour le moment, nous sommes en train de dire Covid, tout ça. Si quelque chose arrivait à ces deux, ça veut dire que ce pays va basculer. Et l'État ou bien le gouvernement n'a pas... c'est une menace? Non, non, ce n'est pas une question de menace. J'ai dit, c'est comme un ancien président de la République, envoyé en prison. Si vous ne faites rien, si la justice n'accélère pas ses méthodes ou bien sa procédure pour que le peuple béninois soit situé rapidement et que ces conditions de détention conduisent à une perte en vies humaines, sachez que ce n'est même pas allé à ce niveau avant que des pays basculent. C'est pour vous dire quoi? Je parle de ce qui s'est passé dans ce monde-là. Et je fais une projection pour vous dire quoi? Si quelque chose leur arrivait, ce pays risque de basculer. Nous allons rester positifs, n'est-ce pas, Jean-Jacques Agonou? Non, ce qu'il faut dire, mais vous souhaitez également que la justice accélère. Habib, non, mais le pays ne basculera pas. Et vous voyez, il y a plein de prisonniers qui ont attrapé la COVID-19. Vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant, on n'en parle pas dans la presse. Cela veut dire que celui dont on parle, c'est que c'est un prisonnier précieux. Et que l'État même sait que c'est un prisonnier précieux et devant le traiter comme tel. Il y a d'autres également précieux. Jean-Baptiste attendez. Il y a également d'autres qui sont précieux pour d'autres. À chacun seul, c'est précieux. Vous savez, je ne suis pas philosophe, je suis sociologue. Et vous dites ce qui est. D'accord. Et moi, je parle des faits, ce qui est en société. Tel que la société doit être, ce n'est pas mon problème. Le philosophe s'en occupe. Mais je parle de ce qu'est. Et c'est ça mon avantage. Oui, et c'est là où je parle des faits. Et donc, regardez, vous et moi, regardez déjà, vous êtes très bien habillés et tout, mais vous et moi, on arrive quelque part, on va me donner chaise avant vous. C'est injuste, mais c'est cela, la société. C'est comme ça que la société fonctionne. Et donc, ça peut changer peut-être quand Jésus reviendra une deuxième fois. Mais pour le moment, il y en a des gens qui ont des situations bien déterminées. Comment voudriez-vous que les étudiants que Joël Aïvo enseigne vous disent qu'ils veulent s'asseoir à la même table, c'est-à-dire quand ils vont quelque part, il faut qu'ils soient au même niveau que Joël, ils vont vous dire non, que c'est son professeur, il ne veut pas être là. C'est ça aussi qui fait que la société reste. Parce qu'il y a des interdits, il y a des symboles qu'on ne doit pas franchir. Et donc, vous savez, Habib, l'État ne peut pas vous dire, les responsables de prison ne peuvent pas vous dire quelles sont les précautions, comment ils font pour que ceux-là soient gardés et que rien ne leur arrive. Moi, j'ai dit quelque chose. Vous voyez la dame Rekiat Madougou, vous avez vu dans quelles conditions elle a vécu? Elle passe dans des hôtels 5 étoiles. D'accord? Dans les pays où elle passe. Moi, je ne connais pas chez elle. Mais je suis sûr, vous allez chez elle, ça n'a rien à voir avec ma maison. Des personnes comme ça, elles n'aiment même plus voir Concrela passer. C'est ce que ces gens-là sont devenus. Elles ne doivent plus voir le rat passer. Et j'ai dit, quand on a dit qu'il y a de bestioles, c'est ça j'ai à penser. J'ai dit, bon, voilà, c'est au fait qu'elle est arrivée quelque part où elle a vu le rat passer. Elle va tomber malade rien que pour ça. Mes espérances, voilà, c'est que depuis le début, qu'on puisse aller très vite. Quand les gens disent ceux qui ont fait quelque chose dans la société doivent payer leur dette. Payer la dette, c'est quoi? C'est juger Joël Aïvo, par exemple, et que peut-être devant tout le monde, on sait qu'il est coupable, et que des mois à venir, le chef de l'État a dit, pour pouvoir apaiser la tension sociale, je les gracie. Vous comprenez? Parce que, attendez, et Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas des trucs qu'on reprocher à Gbagbo? En Côte d'Ivoire, je ne parle pas de la Cour pénale internationale, mais en Côte d'Ivoire, il avait des condamnations au dos. D'accord? Mais lorsque Ouattara s'est dit que
pour calmer la situation, il faut que Gbagbo revienne chez lui. Il est revenu. C'est des décisions d'État. C'est des décisions difficiles à prendre. Mais que les chefs de l'État, celui qui gère la nation, ils sont obligés de prendre à des moments donnés. Je suis certain que lorsque la justice va finir de franchir, lorsque la justice va finir de rendre son verdict, le chef de l'État est capable de faire quelque chose. Lui qui a reçu, comment on appelle l'autre là? Bertin Kovi. Qui a mangé, qui a dit qu'il mange Amiwa avec poulet là. Et l'autre qui devait venir. Bon voilà. Donc ceux-là, celui qui a trouvé de ressources nécessaires pour leur pardonner, je pense qu'il a encore de l'énergie en lui. Et lorsque la justice aura fini de faire son travail, il va aussi les pardonner. Et que nous allons évoluer. Notre souhait dans ce pays, j'ai toujours dit, c'est qu'un jour, ce soit le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Nous étions dans une certaine maturité démocratique à ce moment-là et personne ne retrouvera à dire. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, également analyste politique, acteur politique. Merci pour vos analyses sur l'Info de ce samedi. Merci à vous également, Habib Arandessi. Je rappelle que vous êtes acteur politique également. Vous êtes également président du mouvement socialiste révolutionnaire, également acteur politique, membre de l'Union sociale libérale. Merci à tous pour cet échange assez constructif. Merci à vous, chers amis internautes, pour la fidélité constante que vous accordez à ce programme télé. On se retrouve samedi prochain par la volonté et la grâce divine. Portez-vous bien, mais on se retrouve avant cela demain pour l'invité. À très bientôt.